Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bleu, Blanc, Noir, le podcast BBN propulsé par BBN Media qui vous est présenté du lundi au vendredi sur le coup de 20h. Mon nom est Jeff Morancy et je suis bien content d'être là avec vous encore une fois ce soir pour analyser un peu tout ce qui se passe dans le monde du soccer Québec, Canada, un peu partout. On va partir, bien sûr, avec Soccer Québec qui annonce donc la suspension de ses activités et fallait s'attendre à ça dans le contexte actuel des choses. Donc, mise à jour du 5 octobre, à la suite de la conférence de presse du gouvernement, le lundi 5 octobre 2020, Soccer Québec annonce que toutes les activités de soccer seront suspendues à partir de jeudi, le 8 octobre prochain, et ce jusqu'au 28 octobre, dans les régions identifiées, bien sûr, zone rouge. Les détails des régions socio-sanitaires et les niveaux d'alerte sont disponibles, bien sûr, sur le site Internet du gouvernement. Donc, c'est fait. On s'attendait un peu à ça. Il y avait une fuite là dans le courant du week-end. Donc, c'est pas sans grande surprise que on vous retransmet aujourd'hui cette information-là. Est-ce qu'on est content? Je pense que non. Et c'est tellement facile, par exemple, c'est tellement facile pour nous autres gangs de jouer le gérant d'estrade derrière, que ce soit le micro ou votre clavier ou partout, et de dire on devrait laisser les enfants faire du sport. Et ça, c'est bien sûr dans le monde idéal, c'est ce qu'on veut. On veut laisser les jeunes faire du sport, on veut laisser les jeunes s'exprimer dans cette liberté sportive. C'est bon pour plein de choses, ça améliore notre réseau de la santé. Bref, la liste d'avantages, elle est longue à voir nos jeunes faire du sport. C'est bon également au niveau du décrochage scolaire parce que je pense que c'est un des moyens de rétention qui aura le plus fait ses preuves dans les dernières années, que ce soit le sport, les arts ou peu importe. Mais c'est une façon pour nos jeunes donc de s'exprimer, d'extérioriser une certaine énergie également et de la canaliser. Donc, on peut juste être en accord avec la présence du sport étudiant. Mais par contre, certains diront les jeunes sont en shape, les jeunes ils ont la santé quand même solide et le problème présentement, c'est pas tant les jeunes que leur entourage. Donc, c'est les jeunes qui sont en zone rouge présentement, qui vont aller chez grand-papa, chez grand-maman et c'est là, c'est là, je pense, l'enjeu pour les gouvernements. Mais comme je vous dis, c'est facile. C'est facile ici d'être gérant d'estrade ce soir. Facile de vous dire que je suis pas en accord avec cette décision-là ou que je suis en accord. Mais je suis obligé de vous dire que peu importe la décision, quand je vous dis que c'est beaucoup plus facile d'être gérant d'estrade, c'est que peu importe la décision prise par notre gouvernement ne sera jamais la bonne. Donc, si il n'y a pas de décision de prise et que la pandémie éclate, il aurait dû prendre cette décision-là. Et là, on prend la décision et s'il se passe rien, en bout de ligne, ça va être, on vous l'avait dit, qu'on capotait pour rien. Bref, peu importe, il va se faire avoir dans les deux côtés, peu importe la décision que le gouvernement prendra. Donc, ça ne fera pas l'affaire de personne, mais c'est à plein de niveaux. Et je ne veux pas m'embarquer donc dans un débat politique avec vous là-dessus, mais je voulais juste vous retransmettre l'information et la nouvelle. Donc, le sport est suspendu jusqu'à nouvel ordre dans les zones rouges. On vous donnera peut-être plus de détails là, cette semaine s'il y a de quoi. Deuxième sujet que je voulais regarder avec vous, c'est une sélection possible. La sélection canadienne, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est Extra Time Soccer, le podcast donc officiel de la MLS qui transmettait
aujourd'hui ce possible 11 de la sélection canadienne. Et là, j'ai bien hâte de vous entendre sur ce que vous pensez de cet alignement qui a été présenté aujourd'hui. Cet possible alignement que je vous retransmets là, donc, que j'ai pris sur un retweet, je vous le rappelle, de Extra Time Soccer, qui est le podcast officiel de la MLS. Donc, on retrouve Borgen devant le filet, Laria, James, Henry et Broguillard, seul représentant désigné de l'Impact de Montréal dans cette formation défensive qu'on pourrait appeler un 4-2-3-1. Osorio, Kay au centre, Davies, David, Arfield ou Ouellet sur la droite et Cavallini directement en haut. Là, je sais qu'il y en a plusieurs. Les deux premiers commentaires que j'ai vu tourner. Cavallini n'a pas la saison pour être là. Faut comprendre. Dans le contexte actuel, il n'y a pas grand joueur qui joue au-dessus de leur tête dans la MLS présentement, on va se le dire. Surtout pas les équipes canadiennes qui doivent contrer avec plein de réalités. Urban Philosophie qui nous dit « Extra Time ne connaissent pas bien le soccer canadien ». C'est un commentaire qu'on récolte sur notre plateforme YouTube. Donc, je vous invite à participer et à émettre vos commentaires, Urban. Qu'est-ce qui ne fait pas ton affaire dans cet alignement-là? Vas-y, je vous écoute. Donc, comme je disais, Cavallini qui faisait, bien sûr, plusieurs disaient, bon, il n'a pas la saison escomptée. Faut s'entendre que c'est pas une saison facile non plus pour Vancouver, qui a fait le choix de développer une sélection canadienne et de mettre l'emphase sur le développement des jeunes joueurs canadiens. Ça donne les résultats que ça donne. Une équipe qui est peut-être un petit peu moins compétitive et je pense qu'on peut pas blâmer nécessairement Cavallini de tous les maux de cette formation-là par les temps qui courent. Mais clairement, Cavallini, s'il veut exprimer son talent et l'exploiter, on devra trouver chez les Whitecaps de Vancouver soit du talent pour la coter ou soit encore faire une sélection différente que l'alignement qu'on a pris aujourd'hui. L'autre point que plusieurs me ramenaient, c'est que Samuel Piette n'est pas sur le 11 de départ de l'équipe canadienne. Est-ce que c'est le fait qu'on l'ait joué sur plusieurs facettes? Donc, hein, on l'a pris en 6, on l'a monté en 8, on l'a remonté quasiment en 10. Elle l'a fait jouer 8.5. On y a donné à Samuel Piette un rôle beaucoup plus offensif que ce qu'on avait été dans le passé, ce qu'on avait connu dans son cas dans le passé. Et bien sûr, ça a peut-être joué un petit peu sur comment il a été perçu au cours de cette saison-ci. Mathieu, via YouTube également, nous dit « Je trouve que c'est une bonne formation, mais l'équipe canadienne va plutôt utiliser un 4-3-3 ou un 4-4-2, selon moi. Donc, ça se peut, hein, c'est possible. Et des 11... Puis là, je voulais vous entendre sur ce qui pourrait composer cette sélection canadienne-là, mais des 11, on pourrait en trouver plein. Urban qui nous dit via YouTube le fait qu'il manque Stéphane Westakio est une preuve flagrante de leur méconnaissance du Canada. Westakio et Arfield sont facilement nos meilleurs milieux. Il y a peut-être aussi, et là, je vais enlever le commentaire d'Urban pour que ceux et celles qui suivent le podcast en vidéo puissent bien voir l'alignement. Il y a aussi Hutchinson qui manque dans cette défensive centrale-là, que je qualifierais pas de faible, mais que je dirais que, bon, il y a place à un peu d'amélioration. Et vous, personnellement, Alphonso Davies, vous le faites jouer en haut là ou vous le faites jouer latéral gauche. C'est quelque chose également
qui faudra s'arrêter et penser. Et on le sait que dans sa sélection canadienne, Alphonso Davies s'est retrouvé souvent dans un rôle beaucoup plus offensif et beaucoup plus haut sur le terrain, comme il est sur l'alignement que je vous présente aujourd'hui. Mais on sait qu'avec le Bayern, le dernier match, il a joué là, Alphonso Davies. Il a joué attaquant à gauche, mais en vrai, on l'a vu tout au long de la saison passée. Et je pense que c'est ce qui a fait sa marque de commerce chez le Bayern. Et c'est ce qui a fait qu'il a connu autant de succès de par sa rapidité, de par sa fougue, de par sa vitesse d'exécution. On a vu un Alphonso Davies très bien faire dans une position de latéral gauche. Donc, ça va être intéressant de suivre cette sélection canadienne-là et de voir comment on va jouer avec ce schéma-là. Estaquio n'a pas joué avec la sélection à cause d'une blessure. Je comprends pourquoi il n'est pas sur le 11. Donc, il y a certaines choses qui s'expliquent là, bien sûr, dans le choix qui est présenté donc à l'écran. Et je suis pas, je vais suivre la sélection canadienne là, lorsque il va y avoir des matchs, lorsqu'il va y avoir des entraînements. J'ai pas suivi nécessairement tout le processus et l'état de santé de chacun des joueurs qui composent normalement la formation canadienne. Alors, au moment où on se parle, là, je suis pas capable de vous dire si effectivement il y a des blessés, qu'est-ce qui explique quoi. Mais force est d'admettre que malgré tout, peu importe qu'on soit d'accord ou non avec cette sélection-là, je pense que je suis obligé de vous dire qu'on a quand même relativement bien fait. On voit qu'on est en développement du soccer au Canada et on voit qu'on fait bien les choses. Moi, Cavallini, qu'on n'aime pas, qu'il y ait eu un bon début de saison ou pas, moi, je pense que c'est sans aucun doute un joueur qui a sa place en haut, avec Davies, avec David qui n'a pas passé par contre par la MLS, là, on va s'entendre, pour son développement. Donc, c'est pas tant le soccer canadien qui va l'avoir à 100% développé. Je pense qu'il a pris une belle expérience de l'autre côté. Mais, tu sais, c'est vrai pour Alphonso Davies aussi. C'est vrai pour plusieurs joueurs. Mais, tu sais, Davies s'est bien développé ici avec les Whitecaps de Vancouver avant d'être transféré de l'autre côté. Mais quand je regarde là, Cavallini, Davies, Zelleria, Broguillard, Osorio, bien sûr, on a quand même un alignement très, très respectable au sein de cette formation canadienne-là. Et, tu sais, on parlait souvent de l'horizon 2026 qui est super importante avec cette Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique. Moi, je pense que, sincèrement, on se dirige dans le bon sens. Tout n'est pas nécessairement parfait pour l'équipe canadienne, mais force est d'admettre que c'est pas mal mieux que ce qu'on nous présentait il y a de ça plusieurs années. Et ça augure bien pour ce qui s'en vient du côté du soccer canadien. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Une autre chose que je voulais regarder avec vous, c'est les U23 USA du côté de la MLS. Ça, cette fois-ci, je vous partage un autre 11. Cette fois-ci, il a été transmis par MLS en français, qui est une plateforme francophone, donc sur Twitter, qui relie beaucoup d'informations à propos de la MLS. C'est présenté aujourd'hui les meilleurs U23 américains en MLS. Et je peux vous dire que ça fait un pas pire 11, ça aussi, quand je regarde un peu
Qu'est-ce qu'il compose? Akinola, donc en pointe, en avant. On parle d'un 4-2-3-1 encore une fois. Mais si je pars de devant le filet avec Freeze, on a Bello qui évolue avec Atlanta United en latéral gauche. McKenzie avec l'Union de Philadelphie. Sand avec NICFC qui forme avec McKenzie là, la défensive centrale. Araujo du LA Galaxy sur le latéral droit. Pomical, FC Dallas, tout un joueur au centre. Bouzio également avec le Sporting Kansas City, celui-ci, mais également une belle profondeur là, dans ce milieu-là, avec Ferreira sur l'avant-gauche pour le FC Dallas, Aronson de l'Union au centre, Pepi du FC Dallas sur la droite et Akinola du Toronto FC tout juste devant. Donc ça aussi, ça fait une belle sélection en MLS. C'est les meilleurs U23 selon MLS en français. Et ça donne donc une belle fenêtre. Quand on parle de développement du soccer en Amérique du Nord, quand on parle que on a du retard considérable sur ce qui se fait du côté européen, force est d'admettre que lorsqu'on regarde, et c'est pour ça que pour moi, ce soir, c'est important de vous présenter les deux, parce que je vous ai présenté une formation canadienne. Je vous présente une formation américaine cette fois-ci, mais force est d'admettre, et là on parle de U23, donc c'est la jeunesse. Il y a des joueurs qui pourraient prendre ce line-up-là en étant un petit peu plus vieux que ça, mais visiblement, force est d'admettre que le développement du soccer en Amérique du Nord se passe relativement bien en ce moment, et on parle d'une ébullition, on parle d'un momentum, d'une synergie qui s'installe présentement en sol nord-américain et qu'on aimerait bien voir donc se poursuivre et se continuer. Et ça, c'est bien. Et ça démontre qu'il est important pour la MLS, qu'il est important pour l'Impact de Montréal, parce qu'on peut faire des liens avec ce que je viens de vous présenter, de dépister ici, chez nous, quand même, des joueurs qui sont intéressants. Et on n'a pas nécessairement besoin d'aller s'exiler à l'extérieur pour retrouver des bons joueurs. Je pense que si on fait un scouting important, que ce soit du côté de la CPL, que ce soit du côté de la PLSQ, parce qu'on peut les prendre jeunes, les observer et corriger quelques points, hein, parce que faut comprendre une chose également, c'est que quand on regarde la PLSQ, il y a un gap important quand même entre la PLSQ et la CPL, et il y a un gap important quand même entre la CPL et la MLS. Ça sera à vous de juger personnellement si le gap PLSQ-CPL est plus grand que CPL-MLS. Et vous pourrez le juger de vos yeux dans ce match qui opposera éventuellement là, le Toronto FC face aux gagnants des Highland Games du côté de la CPL. On va voir les deux forces en présence sur le terrain et ça sera intéressant de le voir. Urban nous dit via la plateforme YouTube, le jeune de 17 ans, Haribim Pebble, du Cavalry en CPL, a été invité au Sheffield United en EPL. Farsi a des intérêts du Portugal et du Brésil. Nous sommes sur la bonne voie ici. Mohamed Farsi est un joueur qui clairement démontre de belles qualités, qui démontre un niveau de jeu assez élevé, et je crois qu'il y aura plusieurs yeux qui seront tournés vers Farsi au cours des prochaines années. C'est le même cas pour Pebble, mais je vous le dis, Mohamed Farsi sera un joueur à surveiller énormément
au cours des prochaines années. Donc ça, quand on parle de l'émergence du soccer au Québec, et Farsi n'est pas un joueur qui aura connu, sans dire un chemin conventionnel, mais n'est pas un joueur qui aura franchi toutes les étapes de la structure, si on veut, de Soccer Québec. Alors, c'est pas nécessairement le joueur qui va avoir passé là par 3A, Équipe Québec, Équipe Canada, le cheminement sport-études, le parascolaire, collégial, comprenez-vous, avec le CNHP et tout ça. Donc, Mohamed Farsi, toute une histoire derrière ce bonhomme-là, ce jeune homme-là qui démontre hors de tout doute que au Canada, c'est possible de croire en cette réalité du monde professionnel dans le soccer. Quand tu y mets de l'intérêt, quand tu y mets de l'intensité, quand tu y mets de la passion, bien sûr, et beaucoup de sérieux, tu es capable d'arriver à quelque chose de bien. Et Farsi est en train de le démontrer. Donc, il sera sans aucun doute un des joueurs à surveiller au cours des prochaines années en termes de soccer canadien. Il sera à surveiller. On va se parler Impact de Montréal en terminant ce podcast-là. Plein de bonnes nouvelles, gang, dans l'entourage de l'Impact. Balou a repris l'entraînement. Wanyama va rester avec l'Impact de Montréal. Mason Toye, ça s'en vient. Devrait jouer très prochainement. Mustapha Kiza, reste encore quelques petites affaires à régler, mais on espère le voir également avec l'équipe prochainement. Et moi, ce que j'ai hâte de voir et ce que je veux vous entendre, là, c'est là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire avec Mustapha Kiza? Parce que on s'entend, Mustapha Kiza est un défenseur latéral gauche qui est identifié, étiqueté comme étant un latéral moderne dans le soccer. Donc, un latéral qui est capable d'aller supporter énormément l'attaque, qui est capable d'entrer plein axe et de prendre des chances, donc, de marquer. Et c'est ce qu'on reproche présentement à Raitala, c'est ce qu'on reproche également à Corrales, d'avoir certaines lacunes offensives, mais force est d'admettre que littéralement Thierry Henry leur demande volontairement de rester beaucoup plus bas, alors que Zachary Broguillard a un rôle comme étant beaucoup plus offensif sur le couloir droit. Donc, question d'équilibrer ces deux lignes-là, on demande à Raitala ou Corrales, là, selon qui va descendre, mais qui va être titularisé, mais on va leur demander de rester un petit peu plus bas. On a vu au cours des derniers matchs revenir Thierry Henry revenir avec 3 défenseurs axiaux, ce qu'on avait laissé de côté à un moment donné. Donc, on jouait, on avait repris une défense à 4 qui était, à mes yeux, à moi, beaucoup plus stable. Puis là, on est revenu avec un 3 défenseurs axiaux dans la charnière centrale. Faudra juste voir. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on va se trouver à jouer comme ça, avec 3 dans l'axe, avec Kiza sur la gauche, Broguillard sur la droite, et là, on va les laisser aller à leur liberté. J'ai des commentaires qui Rantoy va débuter le prochain match. Vous connaissez Thierry Henry, pas facile de vous dévoiler qui va jouer, qui va pas jouer. Mais clairement, il y a encore des absences importantes du côté de l'Impact de Montréal et faudra voir quelle sera la décision de Thierry Henry.
Et moi, je pense que avant qu'il soit 1 heure avant le match, on ne sera pas capable de clairement identifier qui sera de cet alignement-là et qui ne le sera pas. Mais visiblement, je pense que Thierry Henry démontre une grande confiance et bel espoir, fonde de belles espoirs sur Mason Toye. Alors, ça devrait, normalement, dès qu'il sera disponible, prêt, on devrait le faire jouer. Est-ce qu'on va le faire débuter le match pour essayer d'y donner tout de suite un 90? Est-ce qu'on va le faire rentrer en cours de match? Ça sera à voir. Est-ce que c'est le match de vendredi, de mercredi, Jean-Simon, sur Twitter Periscope qui nous revient de son intervention? Je le sais pas, je peux pas vous confirmer à ce moment-ci que Mason Toye sera en mesure de jouer ce mercredi. Par contre, on a l'autre côté. Bonne nouvelle pour l'Impact, parce que ce sera pas un match facile là, contre le Crew de Columbus qui connaît une excellente saison, mais Zeleraya du côté du Crew de Columbus a été confirmé aujourd'hui, ne sera pas de l'alignement mercredi face à l'Impact de Montréal. Et ça pourrait aider l'Impact. Maintenant, est-ce que on va faire des modifications, sachant que Zeleraya n'est pas disponible pour le Crew de Columbus? Ce sera à voir. Mathieu sur YouTube voit exactement comme moi, défense à 3 avec 2 latéraux offensifs. Moi, je pense que c'est comme ça que je joue le soccer moderne. Et c'est vers là que semble vouloir s'en aller Thierry Henry. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, tout à l'heure, il va y avoir une congestion importante au niveau de la défensive, parce que si on joue une défense à 3, je regarde ça rapidement, défense à 3, on va avoir Corrales, on va avoir Raitala, on va avoir Fanny, on va avoir Binks, on va avoir Camacho, on va avoir Waterman, on va y avoir Yao. Donc, on a 7 joueurs pour 3 postes. Va falloir voir exactement comment que tout ça va se passer. Mais j'espère qu'on va faire de la place à ceux qui vont faire gagner l'Impact et non nécessairement au statut ou aux commentaires émis par à gauche et à droite, que ce soit par les gens comme moi, les podcasters qui analysent tout. J'espère qu'on va laisser Thierry Henry choisir son line-up. Maxime sur Twitter Periscope. Est-ce que Giraldo va avoir ses premières minutes en MLS mercredi? On sait que Giraldo a été activé. Il reste une place qu'on peut activer chez l'Impact de Montréal et je pense qu'elle est toute réservée pour Moustapha Kiza. Et si on voit que ça débouche pas dans son cas, parce que ça semble compliqué présentement avec la pandémie actuelle qu'on connaît tous, ça semble difficile de rapatrier donc dans les rangs de l'Impact Moustapha Kiza. Alors peut-être qu'on va voir Kaysen Ferdinand être activé également. Mais est-ce qu'on va voir Giraldo dans ses premières minutes en MLS mercredi? Moi, je pense sincèrement qu'on va le voir. Est-ce qu'on va le voir toute la rencontre? Sincèrement, je ne crois pas. Parce que c'est un jeune joueur. Moi, je pense qu'on va lui faire confiance. Je crois sincèrement que Thierry Henry met beaucoup de confiance en ces jeunes joueurs. Et l'Impact, elle est jeune, l'Impact. Et Thomas Giraldo, à 17 ans, est également un très jeune joueur. Mais je crois sincèrement que le milieu de terrain issu de l'académie, qui a signé son premier contrat, pourrait voir des minutes de jeu. Maintenant, au centre, c'est pas facile non plus. Et là, je pense pas, ça semble pas dans les cartes présentement de voir Saphir Taider revenir. Et
là aussi, tantôt, il va falloir faire des choix qui seront importants parce que on va se ramasser au centre avec même chose. On va avoir Wanyama, on va avoir Piet, on va avoir Taider tantôt, on va avoir Maciel, on va avoir Chaume, on va avoir Boyan à une certaine mesure. Bref, au centre, il y aura également beaucoup de gens. Mais là, présentement, l'Impact, elle est fragile. L'Impact, elle est un peu démunie de ses ressources, mais ça donne un bon portefeuille d'options à Thierry Henry. Puis ça, c'est la bonne nouvelle pour l'Impact de Montréal qui pourra évaluer finalement ses ressources et sélectionner les bonnes. Et moi, depuis le début, j'ai énormément confiance en Olivier Renard et Thierry Henry, mais si on veut faire la bonne analyse, faut que Giraldo soit sur le terrain, comprenez-vous? Donc, si on veut analyser qu'est-ce qui va se passer, et si l'Impact veut faire un changement dans sa formation au sein de la MLS, on a jusqu'au 29 octobre prochain. C'est la date limite pour les transferts inter-équipes au sein de la MLS. Donc, si on a une modification à faire, c'est le 29. Donc, si on veut évaluer qu'est-ce qu'on a et quels sont les besoins pour essayer de terminer du bon pied cette saison-là, cette saison de misère, on va le dire comme ça, là, pas nécessairement au niveau soccer, mais avec tout ce qui se passe dans l'entourage. Mais il faudra faire des choix sur c'est quoi l'avenir et la direction de l'Impact de Montréal. Et moi, je pense que ce choix-là, là, Thierry Henry devra le faire plus tôt que tard avec tout ce qui se passe présentement et ce qui arrive chez l'Impact de Montréal. Parce que Giraldo, si tu veux faire une évaluation de ses capacités, faut que tu lui donnes un temps de jeu réel. Tu peux pas l'évaluer en entraînement alors que c'est pas le même niveau, c'est pas la même compétitivité. Tu dois lui offrir du temps de qualité. Et du temps de qualité, tu y offres ça sur le terrain. Et j'en reviens encore sur est-ce que Thierry Henry va être libre de faire ce qu'il veut. On le sait, le fanbase de l'Impact est dur avec son équipe. Il y a une relation amour-haine avec l'Impact et ses fans qui est difficile. Mais moi, si on me dit qu'on va me présenter Giraldo sur le terrain, Maxime, je veux le voir avec des éléments de premier plan. Donc, il y en a plusieurs qui disent, depuis plusieurs matchs, il faut une rotation, il faut reposer les jeunes. Mais si je veux voir Giraldo et voir, évaluer qu'est-ce qu'il est capable de m'offrir, je veux le voir avec Kyoto, je veux le voir avec Boyan, je veux le voir avec Taider, je veux le voir avec Piet, je veux le voir avec Wanyama. Comprenez-vous? Je veux pas le voir. Si je veux évaluer Giraldo, je peux pas l'évaluer avec Waterman, Yao en défensive centrale, Giraldo au milieu avec Chaume et Sedic. Comprenez-vous? Et par exemple, Choignard et Anthony Jackson-Hamel en haut. C'est pas ça l'Impact, c'est pas ça le 11, ça sera jamais ça pour l'instant. À court terme. Donc, il y a plein de joueurs qui vont se développer, qui vont bien le faire. Shamit Chaume démontre de belles choses à certains niveaux. Amar Sedic démontre de belles choses à certains niveaux. Maciel démontre de belles choses. Mais Karifa Yao nous a donné quand même un match acceptable. Bref, si on veut évaluer ces joueurs-là, faut les évaluer avec des joueurs de premier plan pour voir qu'est-ce que ça va donner dans un ensemble compétitif au sein de la MLS, comprenez-vous? Mathieu qui me demande Pantémis comme gardien mercredi. Sincèrement, Mathieu, moi je suis pas un fan de changer le gardien de but. Et je crois que si on analyse un peu pour les rares fois qu'on est capable d'extrapoler sur les dires de Thierry Henry après ses conférences de presse, il a clairement affirmé finalement que
Diop a tellement sauvé le match pour l'Impact de Montréal que ça serait dur de lui faire un reproche, même si la performance n'était peut-être pas à la hauteur de ce que l'Impact avait de besoin. Est-ce qu'il est fatigué, Diop? Peut-être. Est-ce que il a vu beaucoup d'actions en très peu de temps? Peut-être. Mais somme toute, moi, je le renverrais dans le bain et peut-être lui donner à Pantémis un départ lors du prochain match. Alors là, j'irais justement parce qu'il a connu un match plus ordinaire. Pour cette raison-là, principalement, je le retournerais dans le feu de l'action et après ça, j'évaluerai finalement si après coup, on modifie, mais je pense que par respect pour Diop, par toutes les fois qu'il a sauvé les fesses de l'Impact de Montréal, je pense qu'il mérite d'avoir le départ et de se retrouver devant le filet mercredi prochain. Demain, on va analyser les deux forces en présence, autant d'un côté que de l'autre, donc l'Impact de Montréal et le Crew de Columbus. Donc, soyez là avec nous dès 20h pour le podcast BBN d'avant-match. On va analyser tout ça. Contre le Crew et l'Union, ça sera trop dur pour Pantémis. Selon les résultats, je mettrais Pantémis contre les Revs. C'est sûr que contre le Crew, tu peux pas y aller avec Pantémis. T'as pas le choix, c'est Diop. Contre l'Union, ça peut être jouable, mais comme je vous dis, moi j'irais sincèrement avec Diop. Juste voir s'il se replace, si c'est pas la fatigue puis tout ça. Et après, je prendrai une décision. Donc, j'irai au jour le jour dans son cas. Michel qui me salue via Twitter Periscope. Salutations renvoyées, Mike. Merci Michel d'être là et auditeur fidèle donc qui est avec nous depuis le tout début. Donc je tiens à le saluer comme je vous salue tous autant que vous êtes et on se donne rendez-vous demain soir 20h pour une nouvelle édition de votre podcast BBN avec l'avant-match Impact de Montréal contre le Crew de Columbus.